Je vais parler d'un taureau sacré égyptien qu'on appelle le taureau Apis. Et donc à partir de là, c'est donc un animal sacré, pour dire en deux mots, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, comment ça fonctionne, c'est un animal sacré qui a des signes particuliers et qui sont le support vivant de, disons, non pas d'une divinité, mais qui sont un peu un intermédiaire entre la divinité et les humains. Alors simplement, en quelques mots, tout ce que l'on sait, bien sûr, c'est par les résultats des fouilles. Donc on a un point de vue très fort sur le fait que ce taureau, on a retrouvé l'endroit où il a été enterré. Donc, ce qui fait qu'on a des tas de momies de taureaux, et c'est ainsi que l'on a une vision, comme souvent en Égypte ancienne, une vision qui vient des cimetières, qui vient des nécropoles, et c'est rarement, on connaît beaucoup moins de choses, hélas, sur le quotidien, la façon dont les choses se passaient. Alors, je vais essayer de vous montrer. Alors, en un mot, le taureau Apis, on le connaît depuis l'époque d'Amenhotep III, c'est-à-dire environ le Nouvel Empire, vers 1400 avant notre ère, et il est attesté, d'après les fouilles qui ont été faites, jusqu'à la fin de l'époque ptolémaïque. Le dernier taureau dont on connaît l'existence, archéologiquement, date environ de 30 ou 40 avant notre ère. Alors, tout de suite, c'est un animal unique, qui a des signes particuliers, qui, une fois qu'on l'a repéré dans la campagne, on l'amène à Memphis, et puis là, on va le couronner, comme on couronne un pharaon, et il va, durant toute sa vie, être, disons, l'objet de soins, et il semble, c'est les témoignages, essentiellement des témoignages classiques, peu de témoignages égyptiens directs, que durant sa vie, on le consultait pour des oracles, on en prenait grand soin, on venait le visiter. C'est là où on va voir un petit peu la différence qu'il y a entre ce que l'on croit savoir et ce que l'on peut dire, parce qu'il est toujours important de vérifier ce que la tradition fait circuler et ce que les documents nous laissent vraiment, ce dont les documents nous assurent. Donc ce taureau, une fois qu'il est mort, donc on va l'enterrer, et visiblement avec les mêmes soins qu'on fait pour un pharaon, embaumement, 70 jours, grande cérémonie, on l'emmène. Et c'est seulement après sa mort que va pouvoir naître un nouveau taureau. C'est-à-dire qu'il n'y a pas deux taureaux en même temps. Il y a donc cette succession de taureaux sacrés qui vont Alors ça, c'est un truc classique. Il y a d'autres exemples comme cela en Égypte, pas énormément. Il y en a 3 principalement. Je reviendrai si on a un tout petit peu de temps à la fin sur les 2 autres, mais vraiment très rapidement. Donc nous, on va se concentrer sur le taureau Apis. Et ce qui est intéressant, c'est de voir d'un animal sacré qui semble, disons, être l'objet de soins à partir d'une certaine époque en Égypte ancienne. Alors les gens se disent « Oh, mais il y en avait dès le début de l'histoire égyptienne ». Ça, on n'en est pas sûr puisqu'on n'a pas retrouvé les documents et ça ne me semble pas du tout évident. Ça fait partie de la façon dont les Égyptiens vont traiter le rapport qu'ils ont avec la divinité et les supports dont ils se servent. Une statue, par exemple, on a l'impression qu'une statue c'est important puisque c'est un support temporel au moins qui peut porter un élément du divin et on a l'impression que les animaux sacrés, de temps en temps, c'est la même chose. Mais là, il faudra être très nuancé. Alors, on va être très simple. Maintenant, on va avoir le taureau Apis. Alors, c'est un animal qui est, je ne vais pas vous embêter, qui est attesté dans la grande ville égyptienne ancienne de Memphis. Memphis, c'est la plus grande ville égyptienne ancienne. C'est en particulier durant l'époque ptolémaïque, c'est-à-dire entre le 330 avant notre ère et jusqu'à 30, c'est la grande ville qui fait le pendant d'Alexandrie un petit peu. Mais c'est la grande ville. Ce n'est pas la seule ville importante égyptienne, naturellement, mais c'est une ville très importante depuis la préhistoire, depuis le 4e millénaire, on a des attestations, donc c'est une ville importante. Donc tout se passe dans cette région-ci. Memphis, on est à peu près à une cinquantaine de kilomètres au sud du Caire, sur la rive ouest. Voilà ici une carte que je vous remontrais tout à l'heure pour aller rapidement. Voilà une carte qui a été établie par nos collègues de l'Egypt Exploration Society dans leurs travaux dans les années 1960-1980. Et nos collègues britanniques ont fouillé les taureaux, la nécropole des animaux sacrés, d'autres animaux sacrés, ibis, babouins, faucons et de la mer d'Apis, nous reviendrons ici, dans cette partie-là. Alors voilà la carte qui est donnée. Nous avons ici
un grand chemin bordé de sphinx qui nous mène au Sérapéum, qui est l'endroit où ont été enterrés les taureaux apis. Mais ici, il y avait un endroit où étaient enterrés les chiens sacrés, ici les chats sacrés, et les mères d'apis, les ibis et les faucons sont dans cette région-ci. Donc on est Saqqara, c'est la nécropole qui correspond à Memphis. On est donc dans la partie nord de Saqqara. Et voilà ici une image comme on le fait de plus en plus pour rendre plus vivants ces représentations. On se sert des aquarelles de notre collègue Jean-Claude Golvin. Alors avec ce que ça peut avoir de parlant, vous avez donc ici la pyramide de Djéser, 3e dynastie, avec le complexe funéraire, et le Sérapéum est ici. Donc voici la voie qui mène au Sérapéum bordée de sphinx. Voici ici l'endroit des Anubieion ici et Boubastéion, chien et chat. Donc, ce qui est aussi toujours, mais on va pas s'étendre là-dessus, quand on a des constructions, par exemple cette allée construite ici, bordée, a connu plusieurs étapes de construction, d'aménagement. La grande étape, c'est aux alentours du IVe siècle avant notre ère, juste avant l'époque ptolémaïque ou au tout début. La question qui est toujours très intéressante, c'est le contact qu'il y a pour les époques tardives, celles qui m'intéressent, c'est le contact qu'il y a entre les gens qui vivaient au IVe siècle avant notre ère, qui ont pratiqué des cultes et qui étaient en permanence au contact de choses plus anciennes, qu'ils ont dans certains cas réinvesties, qu'ils ont réinterprétées. Donc cette histoire, disons ce contact de l'Égypte ancienne avec une Égypte encore plus ancienne, ça fait aussi partie des éléments très intéressants. Par exemple, ici, il y a une pyramide qui est une pyramide de Téti, d'un souverain de l'Ancien Empire. Eh bien, il y aura des cultes qui vont être au Nouvel Empire. On va à nouveau adorer ce pharaon parce qu'il est visiblement sur le chemin fréquenté où passaient les dévots et qui l'ont réinvesti dans un culte un petit peu le genre d'un culte plus populaire, plus direct, d'intermédiaire, par exemple. Alors revenons. Donc simplement ici, voilà, nous sommes ici l'allée des Sphinx, découverte avant 1850 par Auguste Mariette, qui là, bon, je ne vous fais pas l'historique parce qu'on n'a pas le temps, et puis vous verrez ça, on peut voir ça ailleurs. Et cette allée de Sphinx nous conduit ici, a conduit Mariette, à arriver à un endroit qui est, la plupart d'entre vous au moins connaissent l'existence, c'est l'hémicycle des poètes et philosophes. En fait, Mariette a dit avoir compris qu'il était peut-être, en voyant les sphinx qui bordaient un chemin et qui s'enfonçaient dans le sable, Mariette dit avoir compris qu'il était sur le chemin menant au Sérapéum. Sérapéum, c'est le nom grec donné à l'endroit où est enterré le taureau Apis. Il y a des confusions entre Apis et Sarapis, je vous en dirai un ou deux mots, mais on ne va pas ici, on va rester dans le général. Donc simplement, Mariette a donc à chercher, donc à avancer suivant cette allée, parce que Strabon dit que cette allée était en permanence ensablée. Et comme vous le voyez, aujourd'hui, quand il est arrivé, l'allée des Sphinx arrive ici, et il arrive à cet endroit-là. Là, c'est une construction moderne, je vous rassure, qui a été là pour protéger. Mais vous voyez que les statues des poètes et philosophes, hélas, en assez mauvais état, mais fort intéressantes tout de même pour les historiens de l'art classique. Là, c'est une construction qui a été faite pour protéger l'endroit. Et on voyait le réensablement. Cette construction a été faite en 1950, quelque chose 50-55. Vous voyez tout le sable qui recouvre. Et donc ici, nous avons ce que l'on appelle le dromos. C'est un endroit ici, et ici nous avons l'endroit où était l'entrée du Sérapéum de Memphis, l'endroit où étaient enterrés les taureaux Apis. Voilà un plan du dromos de Mariette, l'arrivée des Sphinx. Ici, il y avait un temple, c'est un plan, il n'y a plus rien à voir aujourd'hui. Quelques blocs sont arrivés au musée du Louvre, d'autres ont disparu. L'hémicycle des poètes et philosophes. Et ici, nous avons une allée qui a beaucoup intrigué Mariette. Il a tout soulevé les blocs en se disant « je vais trouver l'entrée du Sérapéum ». En fait, il a tout démonté. Et puis, il est arrivé enfin à l'entrée qui est ici. Là, ce qui est très intéressant dans cet endroit-là, et vous allez voir ici ces deux petits édifices, on est dans un endroit visiblement qui a été aménagé aux alentours du début de l'époque ptolémaïque, dont on est au IVe, IIIe siècle, c'est assez difficile à dater. Et voilà un petit peu ce que l'on a trouvé. Une allée de ça, deux petits édifices, un de style grec, un de style égyptien. Et nous sommes à l'époque, en 1850, c'est entre 50 et 54, 1854, il y avait déjà de la photographie, mais souvent on se faisait accompagner plutôt de dessinateurs. Et ici, on voit des personnages, on ne le voit peut-être pas très bien ici, qui sont en train de tirer un taureau de cet édifice. Et c'est vraisemblablement le taureau qui est aujourd'hui au Louvre.
Alors comme vous le voyez, le taureau ici, on a l'impression qu'il a des petites couleurs, alors qu'arrivé au Louvre, il n'en a plus. Il faut dire aussi que le climat parisien n'est peut-être pas très favorable à la conservation des antiquités. Donc là se pose aussi une question d'interprétation par rapport à ce que l'on peut, disons, comment peut-on interpréter un dessin qui est fourni par des spécialistes vers 1850 et des documents que nous avons aujourd'hui. Ce n'est pas notre propos, simplement voilà en 2 mots les souterrains, l'endroit où étaient enterrés les taureaux apis. Je vous ai entouré en vert des tombes individuelles où étaient enterrés ces taureaux entre Amenhotep III, 1450, quelque chose comme ça, jusqu'à l'an 30 de Ramsès II. C'est les tombes en verre, les tombes individuelles. À partir de ce moment-là, ils ont construit des souterrains, c'est-à-dire souterrains qu'ils ont construits au fur et à mesure, et ils vont enterrer les taureaux, les uns après les autres, entre l'an 30 de Ramsès II et l'an 20 et 21 de Psamétique Ier. C'est des endroits qui sont invisibles aujourd'hui, très difficiles parce qui s'écroulent dans cette partie-ci, et il y a un programme qui est lancé par le musée du Louvre, et nous sommes associés à ce programme pour redégager cette partie-là. Mais comme c'est tellement compliqué, tellement difficile à cause des éboulements, on attend que Vinci, vous savez, la grande entreprise qui fait des tunnels, qui fait des souterrains, vienne nous aider pour travailler. Sinon, on sera obligé de rester juste sur le bord. Donc, jusqu'à l'an 20-21 de Psamétique, c'est-à-dire jusqu'à 640 de notre ère. Et les Égyptiens nous disent dans un texte qui est un petit peu plus postérieur, vers 620, ils nous disent les souterrains s'éboulent, s'écroulent, c'est une horreur, il faut absolument faire quelque chose. Et on décide de creuser les souterrains dans un autre sens. Vous savez, ce sont des couches avec du calcaire, mais il y a de l'argile au milieu, ce qui fait que quand l'argile s'humidifie, le calcaire explose et les choses s'écroulent. Donc, à partir de l'an 21 de Psamétique, on ne sait pas exactement quand ça commence, l'an 30, l'an 40, jusqu'à la fin de l'époque ptolémaïque, nous avons les grands souterrains. C'est de cette partie-là que vous pouvez visiter aujourd'hui. Alors, simplement pour vous donner quelques repères, voilà quelques exemples de stèles qui nous montrent des dévotions. Les gens, entre le moment où l'apis meurt et l'apis est enterré, environ 70 jours ou un petit peu plus, les gens, au moins jusqu'au IVe siècle, faisaient des dévotions et faisaient des stèles dans lesquelles ils montraient leur présence auprès de la divinité. C'est une chose importante en Égypte. Il n'y a pas dans ces textes, dans ces documents, celui-là qui est magnifique, qui a été retrouvé en 1986 plutôt, il a encore toutes ses couleurs, voilà pourquoi il tranche peut-être avec ces autres stèles, cette stèle-là ici qui a été trouvée en 1850 et qui a subi les agressions du climat parisien. Donc voilà, tandis que celle-ci a été restaurée, donc vous voyez un petit peu les documents. Simplement, ici, entre la 3e période intermédiaire, on doit être vers 890 avant notre ère, 850, et celle-ci qui date du 2e siècle, vous voyez qu'on voit la même figure du taureau, la même allure. Donc, c'est-à-dire il y a une perpétuité, une continuation de la représentation de la divinité, entre guillemets, Apis. Alors, on a d'autres représentations. Le taureau Apis n'est pas toujours représenté sous cette forme, debout, marchant, nu, avec une couronne et avec ses cornes, et le disque solaire entre les cornes. Disque solaire, encore une fois aussi, à mesurer. Et donc, simplement, ce qui est aussi là, vous voyez, dans toutes ces inscriptions, ce n'est pas que du démotique. Ici, nous avons de l'hiératique. Ici, nous avons du démotique dans celle-ci. Celle-là également. Donc, simplement, dans ces stèles, comme souvent, et c'est un peu désespérant, pas désespérant, c'est souvent quelquefois un petit peu... On est quelquefois un petit peu frustré. Ce que veulent les gens, c'est en fait être près de la divinité. C'est un des grands souhaits d'un Égyptien, c'est d'être près de la divinité. Et Apis, étant mort, étant embaumé, devient un Osiris Apis. Donc quand on fait de la dévotion près du taureau Apis décédé, c'est comme si on se mettait tout près du paradis, entre guillemets, tout près du dieu des morts. Et pour justement, grâce à cette proximité, c'est une façon de peut-être un gage pour le futur. C'est très égyptien, ça. On voit par exemple
c'est comme comparaison, il y a des années, j'ai publié quelques graffitis de grands prêtres égyptiens sur le toit du temple de Dèdefou. C'est des graffitis démotiques qui datent du 2e, 1er siècle. Donc et c'était les grands prêtres, visiblement, parce qu'il y a 2-3 fois, les gens donnent leur titre, grands prêtres d'Horus, etc. Donc c'est les personnages très importants qui ont gravé leur nom sur le toit du temple, un endroit qui était un peu à l'ombre quand même, c'est mieux. Mais ce qui est intéressant, c'est que visiblement, c'est ces gens-là qui étaient des gens très, très cultivés, qui ont composé tous ces textes, eh bien, leur vœu, c'était que mon nom demeure ici devant la divinité. C'est-à-dire, la proximité de la divinité, c'est une chose très importante. C'est quand on est proche on ne va pas faire on peut faire des hymnes, ça sera des compositions différentes, mais la plupart du temps, l'acte classique, c'est que le nom demeure près d'une divinité. Et ces stèles en sont, en fait, une espèce en sont un exemple typique. Donc je n'insiste pas sur les positions, nous reviendrons, mais on voit que le taureau apis lui-même, un animal masculin, alors c'est là on va confronter les données que nous donnent les textes égyptiens, les représentations égyptiennes et les textes et les auteurs grecs. C'est un animal qu'on laisse mourir de sa belle vie. Pendant longtemps, on a cru, à cause de textes classiques, on a longtemps cru qu'il était mis à mort au bout de 25 ans. D'abord, il y en avait très peu qui tenaient 25 ans. La moyenne d'âge est de 18 ans. Il y en a qui sont morts à 4-5 ans. Mais on a 2-3 exemples de taureaux qui sont morts à 26 ou 27 ans. Donc c'est un taureau qui n'est pas mis à mort, qu'on laisse mourir de sa belle mort. Et on se rend compte qu'il est donc l'objet de fêtes, et sur de fêtes sciologiques, d'attention. Et on voit sur ces bronzes, par exemple, qui sont des marques de dévotion différentes et vraisemblablement faites du vivant du taureau, qui sont déposées pas loin de l'endroit où il était enterré. Là également, quand il y a des inscriptions, c'est simplement que le taureau apis donne la vie à X ou Y. Donc on a derrière tout ça une espèce de formalisme dans la représentation et beaucoup de choses qui ne sont, hélas, pas dites, et on aimerait mieux le savoir. Mais on voit que cette image même du taureau apis va, disons, traverser également les différentes sociétés égyptiennes présentes. Et là, nous avons la stèle d'un Crétois. Je vous rappelle simplement que les Grecs en Égypte sont présents en tant que mercenaires essentiellement, depuis le 7e siècle avant notre ère. Souvent, on croit que l'arrivée d'Alexandre va amener les Grecs en Égypte. Non, il y en a depuis le 7e siècle, essentiellement des Cariens, mais très vite, il y aura d'autres groupes, et puis après la fondation de Nocratis, au 5e siècle. Donc, mais déjà, dès le 7e siècle, il y a des contacts importants. Donc là, vous voyez, simplement, elle est très connue, cette stèle, on la voit souvent, mais pour moi, ce qui m'intéresse, c'est que derrière cela, il y a sans aucun problème disons, le contact entre deux mondes avec une représentation très classique du taureau apis. Comme vous l'avez vu, je vous le montre juste là, regardez, le taureau apis est toujours représenté de la même façon. Là, on est confronté également à une donnée intéressante, c'est-à-dire ce qui correspond à les données des auteurs grecs. Ils nous disent, le taureau, quand on va le chercher dans la campagne, il faut qu'il ait des signes particuliers. Alors certains, Hérodote, je crois qu'il en donne 7 ou 8 de signes, et puis des auteurs tardifs donnent 15, 20 signes. Aucun texte égyptien, pour l'instant, ne nous donne un exemple de cela. On n'a aucun texte égyptien ancien qui nous dise le taureau devait avoir tel ou tel signe. Cependant, quand vous regardez les images, celle-ci ou celle-ci, vous voyez qu'il y a bien, visiblement, c'est parce que la documentation nous manque en égyptien, il y a visiblement des marques très particulières qui devaient permettre de reconnaître ce taureau. Et alors, donc là, vous voyez un petit peu l'unité qu'il y a. Alors, ce qui est intéressant, c'est de dire, bon, il y a un taureau, là, voilà, représentation. Alors, c'est pas, comme je vous dis, c'est pas la représentation d'une divinité, mais on voit souvent, il est appelé le héros, mais le héros, celui qui est l'intermédiaire entre les humains et Ptah. Donc, c'est pas. Alors, après, les gens vont dire demi-dieu et tout ça, mais c'est des choses dont il faut se méfier, ce genre d'appellations qui n'ont pas de sens. Disons, c'est une figure qui est porteur d'une possibilité de relation entre les hommes qui en ont besoin avec la divinité. Vous savez que dans les temples égyptiens, on ne peut pas rentrer, il n'y a pas d'adoration dans les temples, il n'y a pas de prière dans les temples. Il y a un contact, il y a quelquefois des contacts lors des fêtes. Mais il y a donc vraisemblablement, et en particulier à partir du Nouvel Empire, un besoin qui se matérialise. Et c'est peut-être pour ça que le taureau apis est connu matériellement depuis le Nouvel Empire, qui se matérialise à travers des figures qui portent des personnages qu'on va investir oui, un petit peu comme des saints, entre guillemets, en faisant très attention à ces genres d'appellations. Donc là, voilà, donc on a un taureau. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que Mariette, qui a découvert les
catacombes entre 1850 et 1854, dès qu'il est rentré en France, entre 54 et 58, a publié un petit bouquin, page de couverture, là, sur une représentation qu'il nous donne ici, dans lequel il identifie cette déesse qui est derrière comme la mère d'Apis. Donc dès le début de l'histoire, alors qu'il n'y a pratiquement aucun document à son époque qui permet de le dire. Alors Mariette s'appuie sur Strabon, et Strabon, il y a juste un petit passage qui est ici. On parle du Sékos, l'endroit où était à Memphis, où était à côté de son étable, où était montré une espèce d'enclos dans lequel apparaissait le taureau Apis. Et ils nous disent ici, en avant du Sékos d'Apis se trouve une cour avec un autre Sékos pour la mère du taureau. Donc là, on a ici, et Strabon est une source assez fiable pour l'Égypte ancienne. Il a une documentation, il a des présentations qui sont souvent très... sur lesquelles on peut, disons, s'appuyer. Malgré tout, même si on peut s'appuyer, c'est mieux quand on peut les confirmer avec d'autres éléments. En revanche, quand vous regardez deux autres auteurs classiques, Pline ou Ammien, Pline nous dit, en parlant du taureau Apis, on lui présente une fois par an une vache qui a aussi ses marques à elle, bien que différentes, et l'on dit que le jour où on la trouve est celui où elle meurt. Alors là, on arrive au stade, là on a vu la mère d'Apis d'un côté, et là on a une espèce de mythologie autour de la vie du taureau Apis sur lequel nous on ne peut rien savoir par l'égyptologie, mais on peut quelquefois avoir des éléments qui nous contredisent ou affirment. Donc toujours être prudent, c'est intéressant, mais il faut se rendre compte que très vite, la figure même des divinités égyptiennes, et du taureau Apis entre autres, sont réutilisées dans un autre cadre de réflexion, et on les charge d'autres éléments qui ne répondent pas. Ils ne font pas de l'archéologie, ils ne font pas de l'égyptologie, ni Pline, ni les autres. Donc, ils ont un discours qui se veut, qui a sa logique. Donc, il faut être très, très, très attentif pour faire la part des choses. Et puis, il y a Ammien Marcellin, alors encore plus tard, IVe siècle. Arrivé au terme de son existence, le dieu disparaît par immersion dans une fontaine. Alors, c'est là où on a cru qu'on allait tuer rituellement le taureau Apis. On sait que ce n'est pas vrai, car il n'est pas permis de les laisser vivre au-delà du temps prescrit. C'est les fameux 25 ans, le cycle d'Apis des 25 ans, qui est une chose qui n'existe pas, mais qui a fait partie de la mythologie. On a réinvesti la figure d'Apis par d'autres éléments. Et il n'est pas non plus pauvre, et on a le laisser vivre et de lui offrir plus d'une fois par an la génisse, sa compagne, qui est également marquée de signes particuliers. C'est que là, on arrive vraiment dans une construction qui nous éloigne totalement de la réalité. Alors, si on revient sur Mariette, Auguste Mariette, qui est une personnalité intéressante parce qu'il est, à l'époque, vous savez que les hiéroglyphes sont déchiffrés depuis 1822, donc la culture égyptologique classique, entre guillemets, est encore peu abondante, donc Mariette est fortement marqué par tous les auteurs classiques, et il les cite, lui-même les connaît, tous ces auteurs. Et il nous dit, j'ai trouvé dans un hypogée de vache, j'ai trouvé la tombe inviolée d'un personnage qui était prophète de la mère du taureau Apis. Et une stèle où le personnage dit qu'il était le prophète des mères d'Apis. Alors ça, c'est formidable. Simplement, c'est qu'on est à une époque où, quand les gens racontent leurs trouvailles, ils sont quelquefois un petit peu... Ils ont un côté très littéraire, très envolé. On aimerait bien savoir plus de choses sur cette tombe inviolée, et a priori, dans les éléments que l'on a et dans les archives, aucune trace. Également, alors là on dit ça va mieux, il nous parle d'une stèle qui serait arrivée au Louvre. Alors les stèles qui sont arrivées au Louvre, je travaille dessus depuis quelques années, et puis des collègues qui travaillent au Louvre connaissent un peu la documentation, aucune trace de cette stèle. Là c'est un petit peu frustrant, c'est-à-dire que Mariette n'a pas inventé, il n'y a aucune raison, il n'avait pas ce type de... Il y a quelquefois des gens dans les sciences de l'Antiquité qui ont pu quelquefois arranger la réalité documentaire pour aller dans le sens de leur développement. Là, dans le cas précis, ce n'est pas le cas. Alors, soit c'est une stèle qui n'est pas arrivée au Louvre et qui serait restée en Égypte. Vous savez que dans les stèles trouvées par Mariette, il y en a environ 800, et il y en a 1200, et il y en a 800 qui sont arrivées au Louvre et 400 qui sont restées au Caire, dont beaucoup ont été détruites. Mais également, certaines stèles, en particulier des stèles peintes qui sont arrivées à Paris, certaines stèles ont perdu totalement leur représentation. Pas énormément, mais quelques-unes. Donc il n'est pas impossible que nous soyons dans ce cas. Donc là, on s'est dit, tiens, il y a une chose, en lisant ça, j'ai demandé à des collègues de m'aider pour vérifier. Pour l'instant, on ne sait pas ce qu'est devenu ce document. Malgré tout, Mariette n'a pas dit n'importe quoi.
Mais Mariette s'appuie sur un autre témoignage. Et Mariette, vous savez, c'était quelqu'un surtout archéologue, c'était un homme assez jeune, qui s'est beaucoup fait aider par un grand égyptologue allemand qui s'appelle Heinrich Brugsch, qui était à ses débuts un grand démotisant, un peu un des pères du démotique. Et il nous dit, Mariette, au début de certaines stèles qu'il a trouvées, il donne la traduction du début de certaines stèles d'époque ptolémaïque. Et il nous dit « L'an 24 de Ptolémée, fils de Ptolémée, vivant toujours, dit une stèle du temps de Philométor, ce qui fait l'ancêtre de l'Apis de la vache à Tahor. » C'est-à-dire que Mariette a remarqué quelque chose qu'il n'a pas lu lui-même, mais que Brugsch lui a fait remarquer. Il y a dans les stèles ptolémaïques des façons de dater qui sont tout à fait particulières. On dit c'est l'année temps de tel souverain, ce qui correspond à l'année temps de tel Apis. Mais l'Apis, pour l'identifier, on dit l'Apis et on donne le nom de sa maman. Donc là, il y en a une qui s'appelait Tahor, une autre qui s'appelle Kerk, ici, Gareg. Donc, à partir de là, Mariette, pour lui, c'est à nouveau, il fait un long développement, c'est la preuve qu'il y a bien une mer au Taureau Apis. Et voilà, par exemple, une des stèles du Louvre qui rentre un petit peu, là, pour donner des documents plus récents, une belle stèle du Louvre, ptolémaïque, où on rencontre également ce qu'a remarqué Mariette, ce qu'il a noté sur 2 stèles en disant qu'il y en avait une centaine. C'est vrai qu'il y en a une centaine au Louvre, où on a ce genre d'indication. Vous voyez ici, je vous ai donné une photo, l'an 19 de Ptolémée, fils de Ptolémée, ce qui fait que quand vous avez ce genre de date, Ptolémée, fils de Ptolémée, c'est pas facile. Ils sont tous Ptolémée, fils de Ptolémée à l'époque ptolémaïque, sauf Cléopâtre. Donc c'est un peu difficile. Mais là, on en a ce qui correspond à l'an 24 de l'Apis de Taïmène, 2e mois de la saison, la première saison, dernier jour. Donc on arrive à tresser ainsi un tableau, et ça a été dressé en partie par une collègue anglaise, Dorothy Thompson, et puis j'ai travaillé sur la documentation démotique avec elle pour pouvoir comparer tout ça, mettre tout ça ensemble. Donc on arrive ainsi à savoir que cette stèle date du 7 décembre 187. Donc on arrive ainsi, pour l'époque ptolémaïque, à retrouver toute une série de noms de mères du Taureau Apis. Et là, dans le cintre de la stèle que vous venez de voir, avec les petits personnages, ici le petit bonhomme ici qui est mignon, le Taureau Apis, et vous voyez derrière, Mariette a imaginé que la déesse qui était représentée derrière était la représentation de la mère d'Apis. Or là, ça c'est vraisemblablement faux. C'est simplement une représentation de la déesse Hathor dans un contexte funéraire. Là, Mariette, vous voyez, en partant d'éléments certains peu contrôlables, d'autres réels, et puis quelques interprétations qu'on doit corriger, on a tous, quand on travaille sur l'histoire en général, l'histoire antique en particulier, on est tous corrigés par nos successeurs, on monte sur les erreurs les uns des autres pour se corriger, mais c'est aussi comme ça qu'on avance. Donc Mariette a eu une bonne idée, a eu une très bonne intuition sur l'existence d'une mère d'Apis, en ayant des arguments qui sont certains vrais et d'autres qu'il faut corriger. Mais le résultat est bon. Donc voilà ici une stèle qui, moi, je la trouve très belle, restaurée. Alors quand on regarde ici juste 4 stèles du Louvre dans le même ordre d'idées, où on voit un taureau, ici devant le dieu Apis, et puis la représentation derrière d'une divinité assise à tête de taureau, que Mariette a à chaque fois identifiée comme la mère d'Apis. En fait, il n'en est rien, c'est soit la déesse Hathor, une déesse funéraire, soit une autre façon de représenter le dieu Apis à corps humain et à tête bovine. Donc je vous montre cela pour vous montrer également la variété des représentations des stèles. Ici, ce n'est pas important dans le cadre qui nous intéresse, il y a toujours la même idée. Simplement, une chose est intéressante pour nous, en quelques mots. Vous voyez qu'ici, le taureau, et comme on l'avait vu, il a perdu ses couleurs ici, il est nu. Quelquefois, il a une couverture sur le dos, comme ici. Vraisemblablement, on le représente à une époque d'une défaite, ou bien ici, on le représente momifié. Au-dessus de lui, il y a à chaque fois son nom. Là, on peut se dire, c'est facile, quand il est momifié, c'est Osiris Apis, l'Apis mort, et quand il est ainsi, c'est une façon de le représenter Apis vivant. Et on se rend compte qu'en fait, non. Quand il y a au-dessus, quelquefois, quand il est nu comme ceci, il est appelé Apis mort, et quand il est Osiris Apis, et quand il est habillé comme ça, quelquefois, il est dit Apis vivant. En fait, ce que l'on veut représenter, et c'est important dans la façon de représenter les Égyptiens, dont ils ont la façon de faire leurs figures, leurs illustrations, ils représentent un cycle. Le taureau Apis, c'est un dieu jeune qui va passer toute une vie, qui va mourir, et qu'en mourant, il va devenir un Osiris. Donc c'est le cycle du renouvellement du taureau Apis qui est représenté. Donc ici, on le figure à un moment de sa vie, mais c'est le cycle lui-même
qui est important. Et ça, c'est très intéressant parce qu'on va voir qu'il y aura des comparaisons avec le cycle royal. Les Égyptiens adorent le cycle du Nil qui revient chaque année, le soleil tous les jours, la lune tous les 28 jours. Ce type de comparaison, les Égyptiens d'abord ne se gênent pas pour comparer des cycles qui ne sont pas de la même longueur, ce n'est pas le problème de la longueur qui compte, c'est le problème du renouvellement. Ça, c'est une chose qu'ils adorent. Donc là, c'est visiblement quelque chose, le taureau Apis est lui-même là. Et il y a un deuxième cycle qui est intéressant, il y a celui taureau Apis mort, etc. Et un deuxième cycle, c'est celui la mère d'Apis et son fils. C'est-à-dire un petit peu dans le même genre, mais le renouvellement, le passage que joue la mère d'Apis. Et voilà pourquoi la mère d'Apis, puisque Apis, quand il est mort, devient un Osiris, la mère d'Apis sera appelée une Isis. Ce sera Isis, la mère d'Apis. Donc là, pour revenir à ce qu'on disait, donc voilà un petit peu le contexte. Et quand vous regardez ici l'endroit, donc ce sont nos collègues britanniques qui ont, c'est pas ce qu'ils cherchaient, c'est qu'ils ont découvert les tombes des différents animaux sacrés, bien connus à l'époque tardive, et surtout l'endroit où étaient enterrées les mères d'Apis. Alors, voilà le plan des catacombes des mères d'Apis, qui ressemble étrangement au plan des catacombes des taureaux Apis. Donc là, alors, voilà un plan, voilà quelques photos pour le plaisir d'archives de nos amis anglais, avec Emery, Walter Emery, je sais son prénom, Walter Emery, Harry Smith et Geoffrey Martin. C'est donc toute une équipe de gens qui ont travaillé et qui nous ont ainsi permis de compléter ce dossier qui était, depuis Mariette, était resté suspendu. Et je vous montre l'extrait d'une stèle des mères d'Apis, la plus ancienne, et leur plus ancienne mention d'une mère d'Apis, qui remonte à l'an 37 d'Amasis, en 534. C'est-à-dire nous sommes à la 26e dynastie. Ça correspond, et c'est ça qui est très intéressant, c'est se dire qu'on est peut-être dans le cas où on peut peut-être repérer dans la façon d'honorer les divinités, pour employer un terme un peu large, on voit une évolution. Parce qu'ici, nous sommes en l'an 37 d'Amasis. Apparemment, la première mention que l'on a, or on sait que sous ce pharaon, Amasis, le dernier pharaon de la 26e dynastie, c'est à cette époque-là que pour les taureaux Apis, on a décidé de leur faire des sarcophages en pierre. Avant, ils étaient en bois, et c'est la première fois qu'on en a fait des gros sarcophages en granit, ceux qu'on imagine. Donc c'est-à-dire qu'il y a eu, non seulement au début de la 26e dynastie, on a décidé d'abandonner les petits souterrains qui s'écroulaient pour faire quelque chose d'un peu mieux, un peu plus solide, mais également dans l'évolution, dans la façon d'honorer ce culte, les pharaons sont carrément passés au stade supérieur en mettant des sarcophages en pierre, des gros sarcophages en pierre très lourds à déplacer, qui montrent visiblement un investissement religieux, économique, etc. Mais peut-être qu'aussi, à la même époque, ça, on n'en a pas d'assurance, c'est toujours difficile quand on a ce genre de mention. Peut-être que ça existait avant, les mères d'Apis. Mais vraisemblablement, c'est à la même époque que l'on a commencé à donner plus de faste, plus de réalité. Vous savez, le truc des réalités, c'est une chose qu'on voit quand il y a des fêtes en Égypte, ou quand il y a des constructions en Égypte. Vous savez, quand il y a des fêtes, on va faire des petites constructions en bois, avec des petits kiosques, etc. Et puis un pharaon, un jour, va décider que ça serait bien que ce kiosque que l'on démonte, que l'on remonte, on va le faire en pierre, on va le faire en dur. C'est-à-dire qu'on va faire comme ça des tas de choses qui vont nous permettre d'évoluer, qui vont permettre comme ça, qui vont agrandir, qui vont faire plus d'ampleur, plus de beauté, de marque d'expression de la piété pharaonique. Donc là, on a peut-être ce cas-là. Donc c'est tout à fait étonnant que le hasard documentaire ici, alors est-ce que c'est un hasard, ce recoupement des deux dates, fin du règne d'Amasis, ou est-ce que ça a un sens? C'est là où il faut toujours être prudent, parce que peut-être qu'un jour on va trouver les stèles des mères d'Apis du Nouvel Empire, et ce que je vous raconte là, c'est des bêtises. Mais pour l'instant, j'ai le droit de le dire. Et lors des fouilles des Anglais, les Anglais, quand ils ont fouillé dans cette partie-ci, c'était tout un endroit qui a été fortement occupé par les chrétiens, et qui a été très, 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 très endommagé par les chrétiens qui ont complètement détruit les choses, mais pas détruit pour les détruire par crainte, mais simplement parce qu'ils ont vécu là, donc ils ont carrément, par leur vie, par leur installation, ont détruit. Alors dans ces fouilles, les Anglais ont trouvé, et c'est l'image que je vous ai montrée au tout début, la statue en bois. Est-ce que c'est un taureau Apis qui est représenté? Est-ce que c'est un fils d'un taureau Apis? Ah tiens, on vous apparaître les fils? C'est quoi cette histoire? Donc voilà cette statue, qui est en bois, qui a des représentations qui sont difficilement explicables
disons, pour avoir un avis sur est-ce que c'est un taureau, est-ce que c'est une façon de représenter le fils du taureau Apis, mais on n'a aucun élément pour le dire. Voilà une autre statue qui a été trouvée. Alors on a l'impression que ça pourrait être un jeune. Mais le taureau Apis lui-même, si vous avez vu l'image que l'on avait au début, c'est pas un gros taureau. Hein. Souvent les gens disent le taureau, on a souvent l'image, quand on compare un pharaon, pas quand on compare, mais quand on utilise l'image d'un taureau, c'est souvent pour remarquer sa vaillance, sa force, fort comme un taureau, etc. Non, le taureau Apis, c'est plutôt le taureau jeune qui est gambade, qui est assez vigoureux, mais surtout par jeunesse. Donc c'est pas une grosse bête. Hein. Donc là, ça pourrait tout à fait être un taureau Apis. Donc c'est difficile à dire. Voilà ce type de documentation qu'ont trouvé nos amis anglais. Mais la chose curieuse, sur 3 papyrus démotiques, et merci donc Anne-France, je fais du démotique, en effet, Memphis. Alors là, voilà ce type de choses, voilà, ce qui nous montre bien comment nous sommes dépendants de la documentation. C'est vrai à toutes les époques, c'est encore plus vrai aux époques anciennes puisque notre documentation est très inégale. Mais là, donc 3 papyrus démotiques provenant de Memphis, qui datent, comme vous voyez, de 201 à 180, on trouve la mention de 3 personnes qui portent, entre autres, le titre de prêtre Ouab, c'est-à-dire un prêtre pur, des enfants d'Apis dont le décès a eu lieu. Alors là, c'est la première fois que l'on a une chose comme cela. Donc c'est vraisemblablement significatif. Il y avait donc des enfants d'Apis. Alors, qu'est-ce qu'on en faisait et tout. Alors je croyais qu'on n'avait pas le droit d'avoir d'enfants, de liser les textes grecs, on tuait la génisse qu'on venait lui apporter pour le plaisir. Donc visiblement non. Alors comme là je ne vous embête pas avec le texte, le commentaire fait par notre collègue Pessman sur la documentation qu'il publiait, mais voilà, on nous parle bien qu'il y a un endroit qui est le lieu de repos du veau sacré. Donc ils ont également été enterrés avec faste. Pour l'instant, les archéologues n'ont pas retrouvé de traces sur le terrain. Mais, je veux dire, en Égypte, il y a tellement de choses encore à faire que cela peut n'être que dû au hasard de la documentation. Alors, donc voilà, et il nous parle de ce fameux lieu de taureau, là je vous l'ai marqué ici, ce lieu de taureau se situe lui aussi dans le Sérapéum, et plus précisément au nord du Dromos, si on en croit les textes, hein. Mais il n'empêche il y a tellement de mètres cubes à bouger, que je crois que personne pour l'instant n'y a songé. Peut-être que dans l'avenir, quelqu'un aura le temps ou l'argent ou les possibilités de le faire. Alors, pour revenir sur nos enfants, nos taureaux, etc., est-ce qu'on ne pourrait pas avoir un argument de plus, quelque chose qui viendrait nous aider? Alors, il y a une épitaphe. Vous savez que simplement, c'est à partir de psamétique, visiblement que l'on en a uniquement, c'est-à-dire au moment où on passe au grand souterrain, on a retrouvé des épitaphes officielles. C'est-à-dire qu'avant, on avait des stèles de particuliers, quelquefois de grands personnages, qui nous précisaient, en plus de donner leur nom, qu'ils avaient participé à l'enterrement du taureau. Certains nous donnaient quelques détails sur la vie ou la mort du taureau. Mais à partir de 644, on a une première stèle officielle. Le taureau Apis est né à tel endroit, est né à telle date, est mort à telle date, il a vécu de tant d'années. Donc ça, c'est des documents absolument magnifiques, parce qu'en particulier, le tout premier, l'Apis était né à la 25e dynastie, qui est une dynastie d'origine couchite, d'origine soudanaise, et il est mort sous psamétique. Et donc on a ainsi des éléments chronologiques formidables. Et on a donc plusieurs stèles de ce type. Normalement, à partir de la 26e dynastie, il devait y en avoir pour tous les taureaux, une épitaphe officielle, le pharaon là, et puis les particuliers rajoutaient leur stèle de particuliers à côté. Et hélas, nous n'en avons conservé que 8. Et dans ces 8, il y en a 2 de l'époque ptolémaïque. Les 2 sont au musée du Louvre. Vous voyez celle-ci, cassée et tout, qui date d'un Apis qui est mort en l'an 6 de Ptolémée 6 et de Ptolémée 8. Il a été enterré vraisemblablement, ça c'est pas marqué. Et l'autre, un Apis mort en l'an 51 de Ptolémée 8, à la fin de l'an 51, enterré en l'an 52 de Ptolémée 8, et il nous donne des informations. Or, une de ces stèles, regardez ici, une des choses, c'est ça la photo, là, vous voyez cette stèle qui est au Louvre, on a retrouvé, des Égyptiens ont retrouvé le haut qui traînait dans un coin du Sérapéum, là, il y a 4-5 ans. Donc on a pu faire, c'est un montage photographique avec le haut de la stèle et le bas de la stèle, mais surtout dans cette stèle, il y a une chose très intéressante. Donc je vous ai copié un extrait du texte. En ce jour d'inhumer la majesté de ce dieu auguste Apis Osiris dans cette place du Sérapéum, au voisinage, après lui avoir fait tout le rite dans la Ouabette durant 70 jours. C'est bien, 70 jours, c'est le temps à peu près considéré comme le temps d'enterrement. Sous l'autorité d'Anubis,
le dieu qui conduit souvent les cérémonies d'enterrement, maître de la terre sacrée, en compagnie d'Isis et de Nephthys. C'est les deux, c'est le frère et la sœur les deux sœurs d'Osiris qui prennent soin du défunt, tout va bien. Or, donc, la majesté de ce dieu auguste a été mise au monde à Memphis, à l'intérieur du temple. Et là, ça serait peut-être le seul cas où ça serait peut-être un enfant d'Apis qui aurait eu les bonnes marques et qui aurait pu succéder. Là. C'est peut-être le seul élément qui nous... Enfin, c'est là... Alors, ils ne le disent pas que c'est un fils d'Apis. Il est mort là. Simplement, on voit bien qu'il y avait, autour du taureau Apis, on devait quand même lui permettre d'avoir un petit peu une vie autre que celle de faire des oracles. Et il a eu donc des enfants, vraisemblablement, peut-être lui, ou il y avait peut-être un troupeau, ça on aimerait bien en savoir plus. Mais donc, ce taureau Apis-là, dans les autres cas, les taureaux, quand on a des indications, on nous dit il est né, il y en a qui sont nés à Dendera, donc dans le sud, il y en a qui sont nés dans le delta, ils sont nés un peu partout, et là c'est le seul cas où il est né à l'intérieur du temple, en l'an 28, etc. Donc là, on a peut-être quelque chose qui nous montrerait un petit peu, qu'il y a bien donc, il y a bien une mère d'Apis, ça on en est sûr, il y a des enfants d'Apis, donc il n'y a pas de mise à mort du taureau Apis, donc c'est là où on voit un petit peu comment on arrive à tout doucement à construire. Mais pourquoi a-t-on pris soin, et dans quel esprit a-t-on pris soin d'abord de la mère du taureau? On imagine bien, le taureau représentant un cycle, l'importance de sa mère, quand on voit le cycle Horus qui devient Osiris, ou bien Horus qui succède à Osiris, on voit bien le rôle important qu'a Isis. Donc dans cette mise en place du culte de la mère du taureau, on comprend bien pourquoi disons, ces choses-là ont pris plus d'importance avec le temps. Les cultes osiriens, c'est-à-dire l'importance du culte d'Osiris, en Égypte va prendre une très grande importance, une très grande vitalité à partir du premier millénaire. Il était toujours important avant, mais disons qu'il va être l'objet, on va faire des cultes à un dieu des morts, mais dans l'idée que ce n'est pas un dieu des morts, c'est un dieu de la renaissance. C'est pour ça, c'est ce côté-là qui est important. Donc on voit bien pourquoi, dans ce cas-là, le soin apporté à la mère et se justifie. Pour les enfants d'Apis, le dommage, c'est qu'on n'a pas beaucoup d'éléments, mais on a de la preuve qu'il y en avait. Alors, est-ce qu'ils étaient considérés comme des personnages importants? C'est très difficile à dire. Dans quelles conditions ils étaient enterrés? On n'en sait rien. Simplement, on est obligé de le remarquer. Alors, simplement, pour vous donner un point de comparaison, je vous ai dit, en espérant, je parle un peu vite, mais ça c'est naturel, et j'espère que je ne vous perds pas trop. Donc Apis est à Memphis. Il y avait donc souvent l'associe avec trois taureaux. Mnévis à Héliopolis, mais ces taureaux-là, on connaît beaucoup moins de choses parce qu'on a trouvé peu d'éléments pour leur culte. Et on a un troisième taureau qui est apparu un peu plus tard, mais qui lui est très intéressant, c'est le Boukis à Hermontis. Alors simplement, dans la documentation grecque et dans la documentation égyptienne tardive, Apis et Mnévis sont souvent liés. Pourquoi? Apis est à Memphis, côté lunaire. Mnévis, c'est le dieu Ré, à Héliopolis, côté solaire. Vous savez, l'association Soleil et Lune, c'est un peu la représentation de l'éternité en Égypte. Donc ils ont été très vite associés et ils vont avoir, quand vous allez regarder les décrets trilingues, par exemple, on va nous parler, Ptolémée a pris soin des animaux sacrés, Apis, Mnévis, etc. Donc souvent ils vont être associés, alors que de Mnévis on ne connaît pas grand-chose puisqu'on a conservé, et c'est dû au lieu de son inhumation, on a conservé peu de choses. Héliopolis, c'est la banlieue du Caire. Et puis en plus de ça, vraisemblablement, Héliopolis est une ville peu importante par un point de vue économique, tandis que Memphis est la grande ville. Et puis on a ce fameux Boukis à Hermontis. Ce qui est intéressant pour le Boukis d'Hermontis, c'est qu'on a retrouvé le lieu de son enterrement entre l'époque de Nectanebo, donc juste avant l'arrivée des Ptolémées, 4e siècle, jusqu'à l'époque romaine, jusqu'au 4e siècle de l'époque romaine. C'est-à-dire que là, on a retrouvé des taureaux Boukis enterrés à l'époque romaine. On n'a pas trouvé de taureaux Apis enterrés à l'époque romaine. Or, on sait que les taureaux Apis, par des documents grecs, quelques documents grecs, qu'ils existaient à cette époque romaine. Donc, on n'a pas trouvé. On pense que le taureau Apis a peut-être eu un culte jusqu'au 4e siècle. Mais là, aucune trace archéologique, aucun élément. Donc, toujours un peu le contraste entre les éléments que l'on possède par la documentation. Alors, là, dans le cas précis, le fait qu'on sache qu'un Apis a vécu jusqu'au IVe siècle, c'est de la documentation papyrologique, donc pas de la documentation littéraire, la documentation administrative, donc plus fiable. C'est des constatations de livraison de biens pour l'enterrement du taureau Apis. En revanche, pour le taureau Boukis, voilà deux épitaphes du taureau Boukis, qui sont, le taureau est à peu près un peu plus
solide, il a à peu près la même allure, le texte dit la même chose. Ce sont des textes qui nous racontent également la façon dont quand il est né, combien de temps il a vécu, quand il a été couronné, quand il est mort, etc. Donc des renseignements chronologiques très intéressants. Je vous passe le détail. Ici, la stèle est très célèbre, on la voit tout le temps en photo, celle qui date de l'an 25 de Ptolémée Épiphane, une autre ici qui date de l'an 1 d'Octavien, qui serait tout à fait étonnant. Tout est début de l'époque romaine. Vous savez qu'on a toujours aussi, dans l'histoire de l'Égypte, toujours un petit souci pour voir un peu comment on peut se caler avec l'époque romaine. Est-ce que l'arrivée d'Octavien a tout changé ou pas? Ça a changé énormément de choses. Mais quoi? Alors vous savez, il y a des grandes discussions. Bon, je ne veux pas. Mais alors, surtout, on a retrouvé la stèle du dernier Tauroboukis et de sa maman. Ça a été publié par notre collègue Jean-Claude Grenier, qui était professeur à Montpellier, et qui a donc retrouvé 2 stèles, qui sont les dernières stèles. Et sur cette stèle-là du Bouquéum, cette stèle du Tauroboukis, il y a même des croix, 3 croix chrétiennes, qui sont là pour, visiblement, protéger magiquement contre cette figure païenne. Mais donc on a 4 novembre 340, et la mère 331-332. Donc le fait de prendre soin de la mère d'un taureau sacré, c'est une chose qui n'est pas l'exclusif d'Apis, mais je veux dire, ce sont des cultes qui ont perduré très longtemps à l'intérieur de l'époque romaine. C'est peut-être ça qui nous pose plus de questions que nous apporte de réponses. Simplement, c'est des réflexions que l'on doit faire quand on regarde tout ça. Qu'est-ce qu'on peut faire de tout ça? C'est-à-dire comment on peut l'agencer sans nous y amener uniquement, disons, notre propre vision. C'est-à-dire qu'il faut toujours se laisser porter par la documentation. Alors, quelquefois, je sais qu'il y a des étudiants qui me disent « Ah, vous parlez surtout de la documentation et vous ne nous parlez pas d'histoire. » J'ai encore une réflexion comme ça, là. Mais je leur dis « Mais l'histoire, on l'écrit comment ?» Donc, simplement, en vous montrant ces quelques images, je suis désolé, en parlant très vite, et en espérant vous avoir pas trop ennuyé, simplement vous montrer comment un endroit, il y a un grand éclairage, et d'autres endroits, il y a des zones d'ombre, et comment peut-on faire pour essayer, sans raconter trop d'histoires, mais en essayant quand même un peu de rêver, puis de réfléchir, savoir un petit peu comment on peut agencer tout ça. Voilà, je vous remercie.